rosée adhère au bord des feuilles de la forêt tropicale. La lumière du soleil filtre à travers la canopée. Des taches d'herbe de savane illuminées, sables arides du désert, débris humides provenant de troncs en décomposition et de feuilles mortes. Dans ces paysages d'apparence paisible, un monde invisible palpite d'intentions mortelles. Petit chasseur. Sans que l'observateur occasionnel ne s'en aperçoive, il glisse, s'éclipse et flotte. Dans ce monde, la prédation ne dépend pas de la taille. Le poison, l'embuscade, le grand nombre d'ennemis ou une précision extraordinaire sont leurs armes. Une seule fourmi-balle de fusil inflige une piqûre si puissante qu'elle provoque une douleur atroce dans tout le corps. Les fourmis légionnaires balayent le sol de la forêt comme une marée vivante, démembrant tout sur son passage. Les insectes tueurs traquent patiemment. Dans ces habitats, la létalité ne se mesure pas à la taille, mais à la patience et à la précision. Ce sont les insectes les plus mortels qui existent aujourd'hui. Nous commençons dans la forêt amazonienne. Le sol humide, les troncs pourris et les feuilles mortes créent une mosaïque d'ombre et de lumière. Chaque centimètre carré est vivant et plein de mouvement. Dans ce réseau complexe de la vie, une créature unique se déplace avec une furtivité délibérée, la fourmi-balle Paraponera clavata. Avec ses 3 cm de long, elle paraît petite au premier abord, mais son impact est dévastateur. Son exosquelette noir brillant, ses puissantes mandibules et ses yeux globuleux lui confèrent une allure de prédateur. Son venin, un cocktail de neurotoxines, est légendaire. Elle provoque une douleur si intense qu'elle a mérité le surnom de « piqûre d'agonie ». Patrouillant le sol forestier, la fourmi-balle de fusil se déplace méthodiquement, ses antennes effectuant des mouvements rythmiques. Elle chasse seule. Les petits arthropodes, coléoptères, larves et termites doivent se frayer un chemin avec précaution à travers ce minuscule insecte. Lorsqu'elle détecte une cible, la fourmi attaque avec un réflexe fulgurant. Les mandibules se referment, le dard injecte le venin dans les tissus mous. Une petite victime tressaille, instantanément paralysée. La fourmi soulève sa proie, la traîne dans un coin isolé du sol et commence à la dévorer lentement. La terre est sacrée. En se déplaçant, la fourmi laisse une traînée de phéromones. Les autres fourmis de la colonie qui suivent ces signaux chimiques évitent le danger. Et les prédateurs apprennent vite. La proximité de ce chasseur a inévitablement des conséquences. Un murmure dans les feuilles mortes, une vibration dans le sol. Les menaces sont traitées instantanément. Le coup est précis, douloureux et absolument efficace. La vie dans la colonie offre un parallèle invisible avec les expéditions solitaires de l'abeille butineuse. Des centaines d'abeilles ouvrières occupent des chambres souterraines, chaque galerie étant tapissée de terre lisse et chaque chambre étant destinée aux larves, aux œufs ou à la reine. Lors de l'expansion de la colonie, le comportement d'essaimage transforme le sol forestier. Les abeilles ouvrières transportent avec précaution les larves, se faufilant délicatement entre les racines et les pierres, assurant ainsi la survie de la génération suivante. Les phéromones coordonnent ce travail. Leur routine quotidienne est implacable. L'aube apporte avec elle la recherche de nourriture, l'exploration du sol, de la litière de feuilles et des troncs en décomposition. L'après-midi est ponctué de périodes de repos. Même lorsque la nuit tombe sur la forêt tropicale, le sol grouille de vie invisible. Sous la canopée, la colonie de fourmis-balles de fusil palpite comme un organisme vivant. D'étroits tunnels serpentent sous la terre humide, les racines et les troncs d'arbres tombés. À l'intérieur, l'écho des mâchoires qui claquent résonne à travers la terre compactée. Les fourmis ouvrières s'affairent, transportant des fragments d'insectes microscopiques, des gouttelettes de nectar et des spores de champignons jusqu'aux larves pâles et frétillantes qui tapissent les alvéoles. Les larves sont ensuite retournées, nettoyées et nourries avec un soin méticuleux. Un seul faux pas pourrait écraser une fourmi en développement. Dehors, le sol de la forêt est un labyrinthe de feuilles, de brindilles et de racines. Les fourmis balles de fusil se déplacent en ligne silencieuse, leurs antennes en mouvement constant et leurs pattes effleurant le sol pour détecter les vibrations. Leur vision est limitée, mais tous leurs sens sont exacerbés.
Signaux chimiques, retours tactiles et même de subtils courants d'air guident chaque patrouille. Lorsqu'un insecte proie s'approche de la zone d'attaque, la fourmi attaque. À l'intérieur du nid, les larves grandissent lentement. Au fil des mois, les tunnels s'élargissent, se ramifiant sous les racines, les rochers et les troncs en décomposition. De nouvelles chambres sont creusées dans la terre. Des puits de ventilation se forment naturellement au gré des mouvements du sol. Et la structure de la colonie devient un labyrinthe d'une complexité organisée. Lorsque la colonie atteint une masse critique, le rythme de la vie s'accélère. Le comportement grégaire commence. Il s'agit d'un exode spectaculaire de fourmis ouvrières et soldates, savamment orchestré par des pistes chimiques et de subtiles vibrations. Les groupes se dispersent sur le sol de la forêt tropicale, chaque file de fourmis cherchant un nouveau territoire, en fonction de l'humidité, de l'abondance des proies et de la composition du sol. Les mâles ailés et les reines vierges se préparent pour leurs vols nuptiaux. Cela assure la dispersion génétique et la survie de l'espèce. Même l'environnement réagit à leur présence. Les autres insectes évitent les lignes vives de ces guerriers noirs et rouges. Les petits prédateurs hésitent, méfiants face à leurs mandibules et à leur venin. La lumière du jour n'apporte aucun répit. La lumière du soleil réchauffe le sol forestier et l'activité s'intensifie. La recherche de nourriture s'étend à des patrouilles dispersées, à la litière de feuilles et aux vibrations du sol qui guident leurs mouvements. Les fourmis surmontent les obstacles. Branches tombées, troncs pourris et ruisseaux peu profonds, le tout agencé avec une coordination étonnante. Ils communiquent par de subtils contacts antennaires, vibrations tactiles, signaux chimiques. La nuit, les patrouilles se poursuivent à l'ombre fraîche. Des soldats gardent les entrées des chambres, pattes levées et mandibules ouvertes. La reine, cachée au plus profond de la chambre centrale, demeure pratiquement indemne, entourée d'ouvrières qui nourrissent, nettoient et retournent les larves. Le dard de la fourmi balle de fusil est à la fois une arme et un signal. Les prédateurs qui s'approchent du nid, comme les araignées, les grenouilles et même les mammifères curieux, se heurtent à une paroi de mandibules venimeuses. Lors de la chasse, la fourmi utilise ce venin pour immobiliser sa proie et la traîne à travers le labyrinthe de galeries afin de nourrir le couvain. Au fil des saisons, la colonie évolue avec la forêt. La pluie fait gonfler le sol, obligeant les fourmis à creuser de nouvelles galeries. Les troncs en décomposition se déplacent, les racines poussent et les micro-habitats se transforment, mais les fourmis s'adaptent sans difficulté. Les chambres sont renforcées, les galeries réorientées et le couvain déplacé avec soin. Les larves se développent lentement, se nourrissent et se déplacent jusqu'à la nymphose. Pendant ce temps, les travailleurs poursuivent leurs patrouilles incessantes. Aujourd'hui, tandis que les ombres s'allongent et que l'humidité monte, la fourmi balle se réfugie un instant sous les feuilles, antennes frémissantes et yeux aux aguets. Elle attend, prête à esquiver le moindre bruit, un insecte tombé, une rivale ou la plus infime vibration. L'aube ramènera les patrouilles. Entre-temps, pas très loin. Le sol de la forêt tropicale tremble sous l'effet d'un mouvement invisible. Sous une canopée tissée d'innombrables couches de verdure, la vie bat dans chaque fissure, chaque morceau de litière de feuilles, chaque tronc d'arbre tombé. Un murmure ténu se fait plus fort, une douce vibration qui se propage à travers le sol et les débris. Et ça commence. Une marée de printemps, un fleuve d'innombrables jambes, les mâchoires luisaient sous la lumière filtrée. Ce sont des fourmis légionnaires, Ecitone burchelli. Individuellement, chacune mesure à peine 1 centimètre. Elles sont communes, presque invisibles. Ensemble, elles forment une force de la nature, une tempête coordonnée qui balaie le sol de la forêt. En tête d'une colonne de chasse, les ouvriers avancent en ligne précise. Les antennes sont en mouvement constant, scrutant, sondant et détectant des traces chimiques. Les mandibules claquent sans relâche, prêtes à tuer. Les seins se déplacent avec une synchronisation terrifiante. De minuscules insectes, des coléoptères glissants et des grillons imprudents sont instantanément capturés. Les mâchoires percent, coupent et démembrent avec une efficacité vertigineuse.
Le barrage n'a aucune chance. L'essaim le submerge et le détruit en quelques secondes. Même les petits reptiles, les grenouilles et les oisillons sont victimes de cette vague implacable. Des soldats, plus imposants, dotés de mandibules plus épaisses et de pattes plus longues, flanquent les colonnes. Ils protègent la reine et les larves et forment des barrières vivantes contre les prédateurs. Parfois, la patte d'un jaguarondi brise la ligne ou une troupe de singes capucins tente de capturer des fourmis. Les soldats réagissent immédiatement, formant des murs denses, les dents découvertes et les jambes prêtes. Les menaces sont repoussées. La colonie de fourmis légionnaires est une métropole grouillante en mouvement perpétuel. En résumé, la reine domine grâce à son immense capacité de reproduction. Son abdomen énorme et gonflé, presque grotesque comparé à celui des ouvrières, grouille de vie car elle pond des milliers d'œufs chaque jour. Chaque larve, petite et vulnérable, est soignée avec méticulosité. Des ouvriers spécialisés les transportent d'une chambre à l'autre, les font tourner, les nourrissent et veillent à une hygiène irréprochable. Lorsque la colonie entre dans sa phase nomade, le sol forestier devient le théâtre d'un mouvement incessant. Des milliers de fourmis soulèvent et déplacent des bivouacs entiers. Elles forment des nids éphémères avec leur propre corps pour protéger la reine et ses petits. Les sentiers serpentent, s'enroulant autour des racines, sous les troncs d'arbres tombés, à travers des ruisseaux jonchés de feuilles, peignant le sol de la forêt tropicale de motifs complexes et sans cesse changeants. Les raids sont le moment où la colonie devient véritablement un organisme unique. Les éclaireuses se dispersent, repérant les vibrations et les phéromones. Dès qu'elles repèrent une proie, qu'il s'agisse d'un coléoptère, d'une sauterelle ou d'un petit lézard, le regroupement est instantané. Les mandibules se referment. Les membres s'entremêlent et la proie est rapidement maîtrisée, déchiquetée et distribuée entre les ouvrières pour être transportée. Des soldats patrouillant les frontières, les mâchoires puissantes, hérissées, prêts à repousser les intrus. L'essaim se déploie comme un feu noir liquide, irrésistible, adaptable, précis. Aucune fourmi n'hésite, aucun mouvement n'est superflu. Vitesse, coordination et timing sont les clés de la survie. La forêt tropicale elle-même devient le théâtre de la vie et de la mort, car d'autres colonies de fourmis, des coléoptères prédateurs, des oiseaux et même de petits mammifères sont pris dans le tourbillon ou contraints de battre en retraite. L'épuisement des ressources entraîne la migration. En quelques heures, une zone débarrassée de la litière de feuilles signale la nécessité de se déplacer. Les meneuses explorent le terrain, laissant des pistes olfactives aux motifs chimiques précis. Les soldats les flanquent et les ouvrières suivent en formation parfaite. Chaque fourmi connaît son rôle, éclaireuse, butineuse ou protectrice. La nuit, les bivouacs se transforment en forteresses temporaires. Malgré le chaos apparent, la colonie se déplace comme un seul homme. Leur quotidien est rythmé par les mouvements, les attaques et la recherche de nourriture. L'aube annonce de nouvelles chasses, car la température et l'humidité sont propices à l'activité des fourmis. Les soldats patrouillent sans cesse, tandis que les ouvrières se déploient en lignes précises. À midi, la marée descend, les lignes se raccourcissent et la colonie se repose dans des zones ombragées. L'après-midi relance l'activité. La reine, bien qu'immobile la majeure partie de la journée, est la pierre angulaire de la colonie. Chaque œuf qu'elle pond est un investissement judicieux pour l'avenir de celle-ci. Des milliers d'œufs écloront, se développeront et rejoindront les colonnes d'assaut, maintenant ainsi l'élan implacable de l'essaim. Sans cela, la force coordonnée s'effondrerait. La prédation est constante, mais la stratégie collective des fourmis soldates atténue le risque. Ces dernières sacrifient leur position pour protéger les individus vitaux, forment des barrières vivantes autour des larves et interceptent les prédateurs avant qu'ils n'atteignent le cœur de l'essaim. Les travailleurs se déplacent en avant ou en arrière en fonction de signaux chimiques. L'impact sur l'écosystème de la forêt tropicale est profond. Les traces laissées par les fourmis invasives sèment un véritable carnage. Insectes déracinés, petits vertébrés volés, sols remués. Des oiseaux se perchent sur les branches supérieures, guettant leur proie. D'autres colonies de fourmis se déplacent, fuyant la vague destructrice. Pendant plusieurs semaines, les mouvements de la colonie suivent des routes invisibles à travers la forêt tropicale. Les phases nomades impliquent un déplacement lent d'une zone d'alimentation à une autre. Les phases sédentaires permettent le développement de la reproduction et le maintien du bivouac.
L'alliance de la mobilité et de la sédentarité assure à la fois la survie et l'expansion de l'espèce. Les colonies prospèrent car les ouvriers chassent sans relâche. Les soldats défendent sans relâche. La reine pond des œufs sans cesse. Même dans les ombres les plus profondes, sous l'épaisse canopée, la vie ne s'arrête jamais vraiment. Certaines abeilles ouvrières explorent la nuit, antennes frémissantes et mandibules prêtes à butiner. La moindre vibration dans la litière de feuilles, le moindre mouvement, déclenche des réactions instantanées. La proie est consommée, les menaces repoussées, les jeunes protégés. À mesure que la lumière du soleil filtre à travers la canopée, le flux et le reflux ralentissent, les insectes se réfugiant dans les recoins ombragés sous les troncs et les feuilles. Les soldats forment des remparts protecteurs, les ouvrières se rassemblent près du bivouac et les larves se reposent en sécurité au centre. La reine se repose brièvement et la ponte de ses œufs est synchronisée avec les besoins de la colonie. La nuit apporte la vigilance, des mouvements subtils, des antennes qui frémissent et des mâchoires qui se contractent en signe d'alerte. L'aube réveillera une nouvelle vague de chasse, un nouveau flux de vie perpétuant le rythme incessant de la prédation, de la défense et de la survie. Plus au nord, les sols forestiers de l'Est de l'Amérique du Nord se réveillent. Les rayons du soleil percent la canopée, illuminent les feuilles mortes, branches recouvertes de mousse, les racines entrelacées de chênes et d'érables anciens. L'air vibre de vie, le chant des cigales, le murmure des petits mammifères dans les sous-bois, les vibrations silencieuses d'innombrables insectes rampant invisiblement dans la litière de feuilles. Ici, un prédateur solitaire, presque invisible, attend. Son corps est cuirassé, allongé, tacheté de brun et de gris, avec une crête distinctive en forme de roue dentée, un bouclier en forme de roue sur sa poitrine. Cela sert à la fois d'avertissement et de camouflage. Ses pattes avant sont de type rapace, conçues pour des frappes précises. Les antennes sont en mouvement constant, détectant des vibrations imperceptibles à l'oreille humaine. Avec ses yeux sombres, brillants et fixes, la punaise à roue, Arilus cristatus, scrute le sol forestier, analysant le moindre mouvement. La patience est sa raison d'être. Immobile, elle se fond dans la litière de feuilles. Une sauterelle saute à proximité, inconsciente du danger. Chaque pas produit des vibrations qui se transmettent à travers les feuilles et les brindilles. La brouette les détecte instantanément. De minuscules poils sensoriels situés le long de ses pattes et de ses antennes agissent comme des détecteurs, transmettant chaque tremblement, chaque mouvement à son système nerveux central en quelques millisecondes. Le prédateur contracte ses pattes avant. Les griffes recourbées sont prêtes. Sa trompe, un long organe en forme d'aiguille, frémit d'impatience. L'attaque est un chef-d'œuvre de biomécanique. D'un bond soudain, les pattes antérieures écrasent la proie sans méfiance, l'immobilisant. La trompe perce l'exosquelette, injectant une salive chargée d'enzymes puissantes qui paralysent et prédigèrent les tissus internes. La sauterelle se débat violemment, agitant ses pattes, mais ne peut s'échapper. Le Willbug extrait le contenu liquéfié avec une précision chirurgicale. Il ne gaspille pas une seule goutte. Tout au long de la journée, il patrouille son micro-territoire, se déplaçant rarement de plus de quelques centimètres à la fois. Les feuilles mortes lui servent de plateforme. Les brindilles sont des points stratégiques. Le sol forestier tacheté offre un camouflage parfait. Chaque perchoir est choisi pour sa position stratégique optimale, son accès aux proies et sa protection contre les prédateurs. Les oiseaux picorent avec précaution, les grenouilles bondissent avec agilité, méfiantes face aux prédateurs tapis au-dessus d'elles. La survie exige discrétion, patience et une précision calculée. Le scarabée à roue n'est pas un chasseur hâtif. Leur existence repose sur le sens du timing, l'acuité sensorielle et la discrétion. De minuscules vibrations dans la litière de feuilles signalent l'approche d'une proie. Les signaux chimiques des fourmis, des coléoptères et des chenilles sont détectés par de fins poils sensoriels et des antennes. L'insecte ajuste sa posture, incline son corps et fléchit ses pattes avant en prévision. Lorsque sa proie est à portée, il attaque avec une rapidité fulgurante, imperceptible à l'œil nu. Ses muscles se contractent violemment, ses griffes se referment brusquement, sa trompe transperce et la paralysie s'installe instantanément. L'ensemble du processus ne dure que quelques secondes.
L'activité quotidienne fluctue en fonction des signaux environnementaux. L'humidité matinale, la chaleur de midi et le bruissement des feuilles influencent l'activité des proies. La pluie amplifie les traces chimiques et les vibrations, ce qui peut accroître l'efficacité de la chasse ou contraindre l'insecte à se réfugier sur des perchoirs abrités. Le Wheelbug passe des heures en silence. Il se fond parfaitement dans son environnement, attendant l'occasion d'attaquer. Les œufs sont pondus avec le plus grand soin, dissimulés dans les moindres anfractuosités de la forêt. Sous les feuilles enroulées, à l'abri des regards indiscrets, les femelles déposent des grappes à l'ombre, où l'humidité préserve la solidité des coquilles. Les fissures de l'écorce offrent un abri contre le vent et la pluie. Les légères dépressions du sol offrent camouflage et protection contre les prédateurs. Chaque œuf est subtilement recouvert de débris ou de végétaux, se fondant parfaitement dans le paysage et devenant invisible aux oiseaux, aux rongeurs et aux autres insectes. Son emplacement est stratégique. Lorsque les nymphes émergent, la nourriture est abondante et accessible. Les infimes vibrations des insectes environnants signalent sécurité et opportunité. À l'éclosion, les minuscules nymphes sont déjà des versions miniatures de leurs parents. Leur corps, tacheté de brun et de gris, imite la texture de la litière de feuilles et de l'écorce. Des motifs cryptiques s'étendent sur sa poitrine et son abdomen. Il s'agit d'un camouflage naturel qui leur permet de se fondre dans le décor, même lorsqu'ils sont vus. Leurs premiers mouvements sont guidés par l'instinct, mais leur survie exige un apprentissage rapide. Ils passent leurs premiers jours tapis dans l'ombre, à étirer leurs pattes avant, à explorer leur environnement avec leurs antennes et à tester leurs réflexes. Ils lancent également leurs premières attaques timides contre des proies, sans méfiance, qui font à peine la moitié de leur taille. La mue est à la fois un danger et une évolution. Chaque exosquelette qu'ils abandonnent les rend temporairement vulnérables, mais à chaque étape successive, la croissance et le perfectionnement sont manifestes. Leurs membres antérieurs s'épaississent et leurs muscles se développent sous la chitine, tandis que leur force de préhension augmente. Les antennes s'allongent et deviennent plus sensibles aux vibrations les plus subtiles des proies qui approchent. La trompe s'affine tandis que les glandes internes optimisent l'efficacité des enzymes digestives. L'acuité sensorielle s'affine avec l'expérience. On peut désormais détecter les moindres mouvements dans la litière de feuilles, de faibles traces chimiques et même les micro-vibrations d'un coléoptère rampant. Une fois adultes, les punaises à roues sont de redoutables chasseuses. Même des proies plus imposantes qu'eux peuvent être maîtrisées d'un seul coup précis. Leurs pattes avant se referment comme des pistons tandis que leur trompe injecte des enzymes paralysantes. La chasse est un savant mélange de patience, de précision et de force. Chaque approche est calculée, chaque charge est explosive mais maîtrisée. Les nymphes se nourrissent sans relâche. Le cannibalisme, bien que rare, joue un rôle régulateur au sein des populations denses, garantissant que seuls les individus les plus aptes atteignent l'âge adulte. Les adultes maintiennent des micro-territoires avec une précision subtile. Des signaux chimiques, invisibles à l'œil nu, délimitent leur domaine. Un léger bruissement de pattes sur les feuilles, un minuscule dépôt de SC, tout signale une présence sans provoquer d'affrontement. Les rivaux perçoivent ces signaux et adaptent souvent leur stratégie, évitant ainsi les rencontres mortelles. Cette négociation silencieuse minimise les risques tout en préservant le contrôle des territoires de chasse privilégiés. Au fil du temps, le cycle se poursuit. Les œufs pondus dans des endroits appropriés éclosent en nymphes qui étendent progressivement leur territoire. Chaque mue leur confère force et agilité et chaque attaque développe leur confiance et leur habileté. Les pattes antérieures, les antennes, la trompe et les systèmes sensoriels arrivent à maturité simultanément. Les adultes se nourrissent, se reproduisent et patrouillent. À la tombée du crépuscule, l'activité dans la forêt change. La température baisse, l'humidité augmente et les insectes ralentissent. La punaise se retire légèrement, cherchant refuge sous des feuilles enroulées, derrière l'écorce ou dans des crevasses ombragées. Ses antennes bougent avec précision, sa trompe prête à bondir. La nuit n'apporte aucun repos, mais une vigilance constante. Les insectes nocturnes, inconscients de la présence de ce prédateur silencieux, s'approchent de leur zone d'attaque. Le moindre mouvement est pour eux une occasion de prédation.
Au fil des mois et des saisons, la vie de l'insecte se déroule comme une succession d'événements mesurés. Chaque coup porté, chaque pose, chaque perchoir soigneusement choisi renforce les chances de survie. Ce prédateur concilie chasse et reproduction, mue et dissimulation, et économie d'énergie et opportunité. Grâce à ce cycle persistant et délibéré, l'espèce maintient sa domination au sein d'un écosystème complexe. Entre-temps, à des kilomètres de là, par-delà les océans, le sol de la forêt africaine tremble sous d'innombrables petits pieds. La lumière du soleil filtre à travers la canopée dense. Des motifs mouchetés dansent sur la litière de feuilles, les branches tombées et le sol humide. Au milieu de ce chaos de vert et de brun, une colonne sombre et sinueuse commence à se former. Un fleuve vivant de corps noirs et rougeâtres. Chacun se déplace avec une précision mécanique. Voici les fourmis légionnaires, le cauchemar indomptable de l'Afrique. Individuellement petites, mais collectivement irrésistibles, elles transforment le sol forestier. Les plus grandes, les fourmis soldates, cuirassées, se postent en bordure, leurs mandibules claquant pour protéger la reine et sa couvée. Les ouvriers avancent par vagues incessantes, les antennes balayent le sol. Détection de traces chimiques, de vibrations et de perturbations mineures. Les petits coléoptères et les termites s'enfuient trop tard. Les premières lignes de l'essaim engloutissent leur proie avec une efficacité terrifiante. Leurs mandibules agrippent les exosquelettes, les déchirant, les démembrant et les dévorant. Même les petits reptiles et mammifères sont submergés. Rien n'échappe à la marée. L'essaim se comporte comme un seul organisme. Les fourmis soldates patrouillent, explorant les environs et formant des murs protecteurs autour de la reine et des larves. Leurs énormes mandibules attaquent les intrus, grenouilles, oiseaux et même singes curieux battent en retraite avec prudence. Les ouvriers maintiennent l'ordre, se déplaçant en rang discipliné. Ils réagissent à des phéromones qui déterminent leur vitesse, leur direction et leur agressivité. La vie quotidienne au sein d'une colonie de fourmis légionnaires est incessante. Même durant de brèves périodes de repos, le bivouac, nid de vivants formé de corps entrelacés, vibre d'une énergie latente. Les ouvrières changent de position, ajustant la structure comme des briques vivantes. Les larves palpitent doucement à l'intérieur des chambres. Elles sont soignées par les plus petites ouvrières, nourries et déplacées avec une précision méticuleuse. Des soldats tapissent les parois extérieures, mandibules dressées et antennes pivotantes, prêtes à intervenir en cas d'intrusion. La reine se trouve au centre de tout cela, son énorme abdomen chargé d'œufs. Elle ne se déplace que lorsque la colonie se déplace. Malgré cela, elle est escortée par des soldats dont les têtes luisent comme des boucliers polis. Chacun de ces pas perturbe le rythme de la colonie. Le taux de ponte s'accélère pendant les périodes de raid, synchronisant la naissance des nouveaux ouvriers avec les besoins explosifs de la chasse. Alors que l'aube filtre à travers la canopée de la forêt, la colonie s'éveille. Une vague de mouvement se propage du bivouac extérieur vers le centre, transmise par les corps, les vibrations et les phéromones. Les abeilles ouvrières sont les premières à s'éveiller, leurs antennes vibrant au contact de l'air. Les éclaireuses émergent de la masse et se dispersent dans la litière de feuilles. Ces mouvements semblent aléatoires. Or, ce n'est absolument pas le cas. Dès qu'elles détectent la faible trace chimique d'une proie ou la signature thermique d'un animal récemment passé, elles envoient un message par le toucher et les phéromones. En quelques secondes, la colonie s'anime d'un chaos organisé. Le raid commence. Les essaims d'ouvrières déferlent en vagues sombres, leurs corps luisants glissant sur le sol forestier. Leur formation s'étend rapidement, comblant les interstices, se frayant un chemin à travers les feuilles, les racines et les pierres, sans jamais interrompre le flux. Des traces chimiques ancrent ce flux, guidant des millions d'individus. Ils prennent tous position avec une précision étonnante. Certaines fourmis avancent en avant-garde. D'autres forment le cours d'eau central, l'artère principale de la chasse où les proies seront traitées et transportées. Les soldats gardent les flancs, leurs têtes massives et blindées, et leurs mandibules en position de ciseaux. Même les plus grands prédateurs, tels que les serpents, les oiseaux ou les petits carnivores, doivent éviter cette marée. La forêt réagit instinctivement. Les insectes bondissent hors de la litière de feuilles. Les centipèdes se recroquevillent pour se protéger. Les araignées s'enfuient vers le haut, parmi les branches. Mais les fourmis sont implacables.
Un coléoptère se trouve sur le chemin de l'essaim. Aussitôt, les premières lignes convergent. Les ouvriers grimpent sur sa coquille, leurs mandibules en forme de crochet et leurs pattes s'y agrippant. Le scarabée se débat, soulevant des nuages de poussière, mais les fourmis s'adaptent. L'une mord, une autre tire, une autre injecte du venin. Le combat dure quelques secondes. Le scarabée s'effondre. Un morceau disparaît dans la colonne, puis un autre, puis un autre. En quelques instants, il ne reste plus que des fragments. Ailleurs, un petit lézard se fige trop tard. Des soldats l'agrippent par les orteils, puis par le flanc. Une vague d'ouvriers recouvre son corps, l'immobilisant avec une précision quasi orchestrée. Le lézard se débat, agitant la queue de panique, mais l'essaim absorbe chacun de ses mouvements. Des centaines de mâchoires coupent, tranchent et extraient les nutriments. Ces raids se poursuivent pendant des heures, voire des jours entiers, jusqu'à ce que le sol forestier soit dépourvu de toute vie comestible. Lorsqu'ils trouvent la dernière proie, lorsque les éclaireurs reviennent bredouilles, lorsque les traces disparaissent, l'essaim passe de la frénésie à la cohésion. L'énergie de la colonie change, les guêpes ouvrières retournent au bivouac avec leurs proies, larves ou œufs. Les soldats rétractent légèrement leurs mandibules et abaissent leurs antennes. Le nid se reforme tandis que leurs corps s'entrelacent, créant une forteresse de pattes et d'armures. Mais cette pause est temporaire. Les fourmis légionnaires sont nomades par nécessité. Leur faim est aussi grande que leur population. Lorsque les proies se raréfient, la colonie se prépare à migrer. Des éclaireuses explorent de nouvelles directions, sondant le terrain, évaluant son humidité et repérant les sites de bivouac potentiels. Des messages chimiques se répandent dans toute la colonie et orientent le changement. Puis commence l'exode. La masse entière se lève et se déplace comme un seul être. La reine, énorme et vulnérable, est placée au centre d'un berceau vivant et transportée le long du chemin. Les abeilles ouvrières forment autour d'elles des coquilles protectrices, leur corps disposé en cercles concentriques, absorbant l'impact des débris, des branches ou d'autres menaces potentielles. Les larves et les pupes sont transportées avec le même soin, délicatement déposées entre les mandibules. La colonne s'étend sur des dizaines, voire des centaines de mètres. Elles franchissent des racines comme des ponts, contournent des rochers comme des rivières, et forment même des radeaux vivants pour traverser des cours d'eau peu profonds. Chaque fourmi connaît son rôle. Chaque mouvement est guidé par des phéromones. À leur passage, ils laissent derrière eux un paysage transformé, un silence soudain, une traînée de terre remuée, la faible signature chimique de la conquête. La colonie ne s'arrête que lorsque les éclaireuses confirment l'abondance de proies et un emplacement stable pour reconstruire leur bivouac. La structure se dresse rapidement. Les fourmis ouvrières accrochent leurs pattes, entrelacent leurs corps et forment des chambres et des passages. En quelques minutes, la forteresse vivante est de nouveau opérationnelle. Respiration, déplacement, adaptation. À l'intérieur, la reine reprend ses activités. Les œufs éclosent. Les abeilles ouvrières se précipitent pour les récolter. Les soldats prennent leur position. Le cycle se poursuit. Piller, se nourrir, se déplacer et reconstruire. Au fil de la journée, la forêt résonne de légers bruissements et cliquetis. Le cœur des mâchoires, des antennes et des petites pattes. Tout se déroule en parfaite synchronisation. Les variations saisonnières déterminent les schémas de déplacement. Les précipitations, la disponibilité des proies et les variations de température influencent le calendrier et la direction des migrations. Des colonies entières se déplacent plusieurs fois par mois, étendant ou réduisant leur territoire pour s'adapter au rythme de l'écosystème. Les phases nomades garantissent de nouveaux terrains de chasse. Alors que les phases stationnaires permettent le développement larvaire, il y a aussi le maintien de la structure interne de la colonie. Les adultes se nourrissent, se reproduisent et patrouillent. À la tombée du crépuscule, l'activité dans la forêt change. La température baisse, l'humidité augmente et les insectes ralentissent. La punaise se retire légèrement, cherchant refuge sous des feuilles enroulées, derrière l'écorce ou dans des crevasses ombragées. Ses antennes bougent avec précision, sa trompe prête à bondir. La nuit n'apporte aucun repos, mais une vigilance constante. Les insectes nocturnes, inconscients de la présence de ce prédateur silencieux, s'approchent de leur zone d'attaque. Le moindre mouvement est pour eux une occasion de prédation.
Au fil des mois et des saisons, la vie de l'insecte se déroule comme une succession d'événements mesurés. Chaque coup porté, chaque pose, chaque perchoir soigneusement choisi renforce les chances de survie. Ce prédateur concilie chasse et reproduction, mue et dissimulation, et économie d'énergie et opportunité. Grâce à ce cycle persistant et délibéré, l'espèce maintient sa domination au sein d'un écosystème complexe. Entre-temps, à des kilomètres de là, par-delà les océans, le sol de la forêt africaine tremble sous d'innombrables petits pieds. La lumière du soleil filtre à travers la canopée dense. Des motifs mouchetés dansent sur la litière de feuilles, les branches tombées et le sol humide. Au milieu de ce chaos de vert et de brun, une colonne sombre et sinueuse commence à se former. Un fleuve vivant de corps noirs et rougeâtres. Chacun se déplace avec une précision mécanique. Voici les fourmis légionnaires, le cauchemar indomptable de l'Afrique. Individuellement petites, mais collectivement irrésistibles, elles transforment le sol forestier. Les plus grandes, les fourmis soldates, cuirassées, se postent en bordure, leurs mandibules claquant pour protéger la reine et sa couvée. Les ouvriers avancent par vagues incessantes, les antennes balayent le sol. Détection de traces chimiques, de vibrations et de perturbations mineures. Les petits coléoptères et les termites s'enfuient trop tard. Les premières lignes de l'essaim engloutissent leur proie avec une efficacité terrifiante. Leurs mandibules agrippent les exosquelettes, les déchirant, les démembrant et les dévorant. Même les petits reptiles et mammifères sont submergés. Rien n'échappe à la marée. L'essaim se comporte comme un seul organisme. Les fourmis soldates patrouillent, explorant les environs et formant des murs protecteurs autour de la reine et des larves. Leurs énormes mandibules attaquent les intrus, grenouilles, oiseaux et même singes curieux battent en retraite avec prudence. Les ouvriers maintiennent l'ordre, se déplaçant en rang discipliné. Ils réagissent à des phéromones qui déterminent leur vitesse, leur direction et leur agressivité. La vie quotidienne au sein d'une colonie de fourmis légionnaires est incessante. Même durant de brèves périodes de repos, le bivouac, nid de vivants formé de corps entrelacés, vibre d'une énergie latente. Les ouvrières changent de position, ajustant la structure comme des briques vivantes. Les larves palpitent doucement à l'intérieur des chambres. Elles sont soignées par les plus petites ouvrières, nourries et déplacées avec une précision méticuleuse. Des soldats tapissent les parois extérieures, mandibules dressées et antennes pivotantes, prêtes à intervenir en cas d'intrusion. La reine se trouve au centre de tout cela, son énorme abdomen chargé d'œufs. Elle ne se déplace que lorsque la colonie se déplace. Malgré cela, elle est escortée par des soldats dont les têtes luisent comme des boucliers polis. Chacun de ces pas perturbe le rythme de la colonie. Le taux de ponte s'accélère pendant les périodes de raid, synchronisant la naissance des nouveaux ouvriers avec les besoins explosifs de la chasse. Alors que l'aube filtre à travers la canopée de la forêt, la colonie s'éveille. Une vague de mouvements se propage du bivouac extérieur vers le centre, transmise par les corps, les vibrations et les phéromones. Les abeilles ouvrières sont les premières à s'éveiller, leurs antennes vibrant au contact de l'air. Les éclaireuses émergent de la masse et se dispersent dans la litière de feuilles. Ces mouvements semblent aléatoires. Or, ce n'est absolument pas le cas. Dès qu'elles détectent la faible trace chimique d'une proie ou la signature thermique d'un animal récemment passé, elles envoient un message par le toucher et les phéromones. En quelques secondes, la colonie s'anime d'un chaos organisé. Le raid commence. Les essaims d'ouvrières déferlent en vagues sombres, leurs corps luisants glissant sur le sol forestier. Leur formation s'étend rapidement, comblant les interstices, se frayant un chemin à travers les feuilles, les racines et les pierres, sans jamais interrompre le flux. Des traces chimiques ancrent ce flux, guidant des millions d'individus. Ils prennent tous position avec une précision étonnante. Elles se frayent un chemin à travers les pierres, arrachent les racines et évitent les buissons épineux sans jamais faiblir. Parvenues au terrier creusé, elles marquent une pause, presque contemplative, avant de disparaître dans l'obscurité. À l'intérieur de la chambre, placez la tarentule avec une précaution méthodique. Elle doit se positionner parfaitement pour que ses larves puissent l'atteindre. Puis, avec une délicatesse remarquable, elle dépose un seul œuf sur l'abdomen mou de la guêpe géante immobilisée. Pour elle, la tâche est accomplie. Elle quitte le terrier.
repousser le sable et les débris vers l'entrée jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de perturbation. Sous la surface, le monde s'immobilise. Les jours passent, la température oscille entre une chaleur torride et un froid glacial, mais à l'intérieur de la chambre scellée, l'œuf gonfle et finit par éclore. La larve émerge, pâle et affamée, guidée par son instinct. Elle se fixe à la tarentule et commence à se nourrir. Premièrement, les tissus non essentiels, les organes vitaux, durent. Cela permet à son hôte de rester en vie le plus longtemps possible. La mygale, gelée et sans défense, nourrit la génération suivante jusqu'à ce que la larve atteigne sa maturité, se transforme en nymphe et émerge à l'image de sa mère. Les femelles émergent de façon saisonnière en fonction de l'activité des mygales et des conditions climatiques chaudes du désert. Chaque guêpe est solitaire, indépendant, entièrement guidé par les besoins de son propre cycle de reproduction. Il n'y a pas de colonie, il n'y a pas de coopération. Chaque journée est rythmée par l'exploration, l'attaque, la progression et la ponte. Les signaux environnementaux, les variations de température et l'abondance des proies déterminent le rythme d'activité. La chasse est à la fois un art et une stratégie. La guêpe ne sous-estime jamais sa proie. Il contourne les terriers. Des horloges actionnées par le mouvement, tester les vibrations dans le sable. Elle réagit au moindre changement de posture de l'araignée. La précision est essentielle. Si vous vous avancez trop, la tarentule risque de vous frapper avec ses crochets venimeux. Si vous vous approchez trop, un autre prédateur ou un charognard pourrait repérer votre proie. Le désert est un maître impitoyable. La chaleur irradie du sable, les prédateurs rôdent et les proies sont rares. Les ailes de la guêpe battent avec des pauses occasionnelles pour économiser de l'énergie. Ses longues ailes oranges lui permettent de prendre de la hauteur et d'effectuer des manœuvres agiles pour éviter les dangers et les obstacles. Fourmis et lézards s'agitent aux alentours, curieux mais prudents, conscients que la morsure de la guêpe faucon est mortelle. L'aube apporte des températures plus fraîches et une activité accrue des araignées. À midi, la chaleur devient insoutenable, contraignant la guêpe à se réfugier sous les buissons épars, ailes repliées mais frémissantes, antennes constamment en mouvement. À la tombée du soir, les ombres s'allongent et l'activité reprend, recherche, attaque et traque. La guêpe vit sans le confort d'une colonie. Les femelles sont plus grandes, plus fortes et taillées pour l'art violent de la maîtrise des géants. Leur corps possède la force nécessaire pour combattre les tarentules, traîner des proies, paralyser dans des sables mouvants et creuser des terriers sous une chaleur torride. Les mâles sont plus petits et moins impressionnants. Ils s'aventurent rarement sur les territoires de chasse où les femelles dominent. Leur existence est brève, presque éphémère. Ils se nourrissent de nectar et évitent les conflits. Leur rôle, bien que vital, est fugace. Ils se rassemblent au sommet des collines ou sur les crêtes, exécutant une parade nuptiale silencieuse appelée lecking, dans l'espoir de s'accoupler avec une femelle réceptive. Une fois l'accouplement réalisé, leur rôle devient secondaire. Désormais, le poids de l'avenir de l'espèce reposera sur les épaules de la femelle. La chasse se poursuit, et nous avons déjà vu la suite. Ce n'est pas un événement isolé. La larve se nourrit, évite les prédateurs, et endure des journées caniculaires et des nuits glaciales jusqu'à la prochaine occasion. Grâce à ses efforts solitaires, une nouvelle larve a une chance de survivre. Le faucon tarentule ne se contente pas de tuer. Son venin, parfaitement dosé, immobilise sans détruire. Sa force, parfaitement maîtrisée, lui permet de guider sa proie à travers les terrains les plus difficiles. Son instinct de survie, d'une précision instinctive, assure la survie de la génération suivante. Au crépuscule, les ailes oranges scintillent brièvement sous la lumière du soleil couchant. L'adulte peut se reposer, perché sur un buisson ou une branche basse, ses antennes vibrant et ses yeux scrutant les alentours. La larve poursuit son festin sous terre. Elle se nourrit, grandit et se prépare à sa propre émergence des mois plus tard. Chaque génération commence sa vie dans le corps d'une autre. Même lorsque la nuit recouvre le désert, le rythme persiste. Les terriers abritent la génération suivante. Des araignées immobilisées, leur vie préservée dans leur robuste exosquelette. Les guêpes adultes se retirent à l'ombre, se reposant mais restant vigilantes, antennes frémissantes et ailes prêtes pour la prochaine chasse. L'aube apportera un nouveau cycle d'urgence, de traque, de frappe et de traînement. Pendant ce temps, dans le sud du Canada,
La surface d'un étang d'eau douce scintille sous le soleil matinal. Le brouillard s'élève de l'eau et s'enroule autour des roseaux et de la végétation submergée. Sous cette surface tranquille, la vie foisonne en secret, cachée au regard. Parmi les ombres troubles et les débris flottants se cache un prédateur perfectionné par l'évolution. Voici la punaise d'eau géante, l'Ethocerus americanus. Son corps plat et large glisse silencieusement entre les tiges et les feuilles, tachetées de brun et de vert, tel un fantôme dans les herbes aquatiques. Ses longues pattes, en forme de pagaie, se meuvent avec fluidité, lui conférant une grâce étrange. Ses yeux dépassent de sa tête aplatie. Noir, réfléchi, analyse de chaque vague, chaque frémissement de mouvement. La patience est la clé de sa chasse. L'insecte reste immobile parmi les feuilles mortes, les algues et les branches immergées. De petits poissons filent à proximité, des têtards se balancent près des branches sous-marines et des insectes rasent la surface de l'eau. L'insecte aquatique géant attend. Son museau, un bec tubulaire pointu, plane à quelques centimètres de sa cible. Une légère vibration indique la proximité d'une proie. Les muscles se contractent. Puis, un mouvement explosif. Le museau s'avance avec précision, perçant les écailles ou l'exosquelette et injectant de puissantes enzymes digestives. La paralysie et la prédigestion sont instantanées. La proie tressaille une fois, puis reste immobile, ses tissus se liquéfiant de l'intérieur. La force rencontre la technique lorsque l'insecte entraîne sa victime sous la surface. Ses jambes battent avec force et les rames le propulsent à travers des eaux épaisses remplies de feuilles mortes. Le poisson ou la grenouille capturée s'ancre à la végétation immergée, maintenue fermement en place, tandis que les enzymes digestives poursuivent leur action. De lentes gorgées de chair liquéfiée sont ingérées avec une efficacité méticuleuse, chaque repas étant un festin qui assure la subsistance pendant plusieurs jours. Cet insecte est à la fois prédateur et bourreau, impitoyable mais méthodique. Durant la journée, il change subtilement de position, ce qui lui permet de se dissimuler des plus grands prédateurs, hérons, ratons laveurs ou humains curieux. Son exosquelette tacheté se fond parfaitement dans les roseaux et les algues, un camouflage vivant qui le rend presque invisible. Même la plus petite vague ou le plus petit éclair de soleil est utilisé comme signal. Elle positionne son corps de manière à optimiser son camouflage et sa vigilance. Le matin, son activité s'intensifie car les proies sont plus abondantes. La chaleur de midi pousse les petits poissons à se réfugier dans les zones ombragées où l'insecte peut les intercepter sans effort. Le crépuscule apporte une dernière salve d'attaque avant la tombée de la nuit. Durant cette heure, il se confond presque avec les débris qui l'entourent. Même au repos, ses antennes se contractent, ses yeux scrutent les alentours et ses pattes restent prêtes à une propulsion rapide. Ces macrocycles sont intimement liés à la reproduction et aux variations saisonnières. En été, les mâles protègent les œufs déposés sur la végétation émergente au-dessus de la ligne de flottaison. Les femelles fixent soigneusement les œufs translucides, fusiformes, aux roseaux et aux tiges des plantes, assurant ainsi leur oxygénation et leur protection. Le mâle reste vigilant, debout à la surface de l'eau, les pattes écartées et les ailes légèrement déployées. Elle aère les œufs et les protège des prédateurs. Chaque vague, chaque ombre, chaque approche est analysée. Toute menace est repoussée d'un coup puissant et précis. La chasse et la reproduction sont liées par le rythme des saisons. L'été est synonyme d'activité alimentaire intense, de proies abondantes et de conditions idéales pour la ponte. L'hiver impose la léthargie. L'insecte s'enfonce dans les eaux plus profondes, submergé sous la glace ou la boue, et son métabolisme ralentit pour survivre aux mois froids. Durant ces mois calmes, le prédateur se repose, mais il ne meurt pas. Ses réserves d'énergie et le choix judicieux de ses sites d'hibernation lui assurent la survie jusqu'au printemps. La punaise d'eau géante n'attaque que lorsqu'elle est sûre de réussir. Chaque proie est maîtrisée avec une précision mortelle. Têtards, petits poissons et insectes aquatiques sont immobilisés et liquéfiés, ne laissant que des traces minimes. Il s'attaque parfois à des proies légèrement plus grosses, comme des grenouilles ou de petits serpents, ce qui exige une force considérable et un positionnement précis. Les jambes reposent contre les semelles immergées. Rostrum frappe avec une précision chirurgicale. Les enzymes agissent silencieusement pendant que la proie est maîtrisée. Le secret est primordial.
Le corps de l'insecte est plaqué contre les feuilles ou les tiges immergées. Sa coloration brune, tachetée au reflet verdâtre, contraste avec les algues et les détritus. Les prédateurs en surface remarquent rarement sa présence. Ses proies, immergées, restent inconscientes de sa présence jusqu'à ce qu'il attaque. Même en eau turbulente, il s'adapte subtilement. Jambes pliées. Les antennes pivotent. Le rostrum vise à tout ceci garantit le succès de la chasse. Les mâles qui gardent les œufs sont tout aussi précis. Leurs ailes sont légèrement déployées, leur corps en équilibre et leurs antennes scrutent les alentours à la recherche de menaces. Il leur arrive de détecter un poisson ou un oiseau passant à la surface. Le mâle attaque alors avec rapidité et précision, transperçant l'intrus ou alertant un prédateur. Les œufs sont délicatement humidifiés par les courants d'eau et le contact corporel. Une fois écloses, les nymphes rejoignent l'eau, dotées d'un instinct de chasse aiguisé. Elles peuvent rester des heures sans se nourrir, mais leur présence est constante. De légères ondulations, des ombres ténues et des mouvements subtils déclenchent une réaction immédiate. Leur efficacité de chasse est alors maximale. Les larves se développent en synchronisation avec l'activité des adultes. Chasse en solitaire, croissance par mues successives, apprendre à survivre dans le microcosme aquatique. La vie quotidienne est ponctuée d'instants d'action fulgurantes. Un poisson s'approche trop près d'une tige. Ses muscles se contractent. Ses pattes se dégagent des débris immergés. Son rostre perce les écailles. Des enzymes immobilisent, liquéfient et digèrent. Tout cela se produit en quelques secondes. La proie disparaît dans le bec tubulaire de l'insecte. Alors que le soleil décline et que l'eau se rafraîchit, l'insecte demeure immobile mais vigilant. Les mâles protègent les œufs à la surface, les adultes patrouillent la végétation submergée et les larves se nourrissent en profondeur. Ce cycle se perpétue sans interruption au fil des saisons. Pendant ce temps, en Afrique, la lumière du soleil brûle les sentiers de la forêt sèche et des savanes ouvertes. Cuire la terre sableuse jusqu'à ce qu'elle ait une texture chaude et grossière. L'air est empli de chaleur, et chaque empreinte, chaque grain de sable semble grossi sous l'éclat. Au milieu de cette étendue baignée de soleil, un éclair vert irisé et bronze glisse sur le sol. Voici le cicindèle africain. Ses longues pattes le propulsent à une vitesse étonnante, ses minuscules griffes agrippant les grains de sable irréguliers. Ses mandibules, incurvées et acérées comme des rasoirs, brillent au soleil, prêtes à écraser tout sur leur passage. Le soleil pèse lourdement sur la terre. Le cicindèle se déplace avec une précision mécanique, levant et positionnant ses pattes dans des mouvements rapides et délibérés. Tous les quelques pas, il s'arrête. Ses antennes se dressent légèrement, scrutant l'air à la recherche du moindre mouvement. Ses grands yeux composés et sombres, d'une vigilance presque absurde, analysent son environnement. Rien n'échappe à ce regard, pas même le mouvement des ailes d'un termite, pas même le tremblement d'un terrier larvaire. Il ne s'agit pas des mouvements nerveux d'une fourmi sortant de son trou. Une fourmi apparaît, minuscule et inconsciente, s'arrêtant pour humer l'air. Le cicindèle descend, plaquant son corps contre le sable chaud. Ses muscles se contractent sous sa carapace irisée. Un instant, le monde s'arrête. Puis, une explosion. Le scarabée fonce en avant à toute vitesse. Des éclaboussures de sable s'élèvent derrière lui. Avant même que la fourmi ne perçoive le danger, ses mandibules la serrent avec une force comparable à celle de ciseaux. La mort est instantanée. Le coléoptère soulève brièvement sa proie avant de s'installer pour se nourrir. Ses mandibules travaillent méthodiquement, déchirant la chitine. La chasse ne s'arrête jamais vraiment. Elle reprend par à-coups discontinus. Je parie. Gel. Réévaluation du terrain. Le cicindèle s'arrête sur une pierre fissurée, la tête légèrement inclinée, tandis qu'un léger tremblement agite l'air. Une larve de mouche se débat près de l'entrée d'un terrier. Le coléoptère s'élance à nouveau, parcourant une distance incroyable en un instant. Son ombre vacille sur le sable comme un fantôme éphémère. Encore un coup sûr, un autre bureau efficace. Lorsque la chaleur de midi atteint son paroxysme, le monde se transforme en fournaise. Le coléoptère se dissimule sous un mince rayon d'ombre. Là, il attend, les pattes serrées et les mandibules immobiles. Mais l'immobilité ne le prive pas de conscience.
Il perçoit les vibrations de ses minuscules pas, sent les changements de direction du vent et observe la longue étendue des ombres qui se courbent au gré du soleil. Quand la température baisse, la vie reprend son cours. Les ombres s'allongent, créant des bandes contrastées de lumière et d'obscurité qui ondulent sur le sable. Ces indices visuels guident aussi bien le prédateur que la proie. La cicindelle émerge de sa cachette, son corps luisant de subtils reflets métalliques. Cochez cette case. Une lueur d'espoir. Le coléoptère reprend sa patrouille, courant par à-coups si rapides qu'il doit s'arrêter en pleine poursuite pour réajuster sa vision extraordinaire. Il avance à toute vitesse. Il s'immobilise, il calcule, il attaque. L'histoire de toute nouvelle vie commence dans les profondeurs. Une femelle choisit un morceau de sable chaud et meuble. Il se cache généralement parmi des touffes d'herbes robustes ou s'abrite sous une pierre de la taille d'un ongle. Là, il creuse un terrier étroit et vertical qui descend à plusieurs centimètres sous terre, créant une poche d'air frais à l'abri des prédateurs, de la chaleur et de la dessiccation. À l'intérieur de cet abri, elle pond ses œufs, les recouvrant légèrement de grains de terre. Les jours passent. Lorsque les larves éclosent, ce sont de minuscules monstres, pâles, cuirassés et parfaitement adaptés à la prédation. Chacune se positionne juste sous l'entrée du tunnel, son corps ancré aux parois par 2 crochets spécialisés. Le danger et l'occasion de tuer sont omniprésents. Une fourmi passe trop près. Une larve de mouche se déplace sur le sable. La moindre vibration se propage à travers les parois du tunnel et la larve réagit avec une précision explosive. Elle bondit vers le haut, refermant ses mandibules sur l'intrus et l'entraînant dans l'obscurité. Cette embuscade souterraine est le reflet des chasses menées par l'adulte en surface. Les mois secs et ensoleillés sont les périodes de chasse optimales. Les adultes se déplacent à une vitesse vertigineuse le long des sentiers dégagés, leur métabolisme étant accéléré par la chaleur. Les larves se nourrissent plus fréquemment lorsque des insectes passent près de l'entrée de leur terrier. Tous les animaux se déplacent plus vite sous l'effet de la chaleur, mais lorsque les nuages se rejoignent, quand la pluie frappe le sable, l'humidité s'installe dans l'air. Tout ralentit. Le coléoptère réduit ses déplacements. Les larves économisent de l'énergie. Les œufs sont pondus pendant les périodes de taux de survie les plus élevés. Les larves se développent pendant les périodes d'abondance de proie. Et les adultes émergent lorsque le terrain offre chaleur et nourriture en abondance. En surface, la prédation représente un danger. Les oiseaux observent du haut des branches épineuses. Les lézards rôdent près des pierres. D'autres coléoptères patrouillent le territoire voisin. Le cicindelle se déplace en zigzagant le long des sentiers dégagés, effectue des bonds verticaux soudains ou disparaît dans le sable meuble en agitant ses pattes. Son corps irisé, d'un vert éclatant ou bronze, apparaît et disparaît au gré de ses mouvements. Leurs yeux scrutent constamment les alentours, détectant les prédateurs à quelques mètres et déclenchant une fuite instantanée. Mais la vitesse a un prix. La chasse à grande vitesse épuise rapidement l'énergie et le coléoptère ne peut se permettre de courir indéfiniment. Il alterne des efforts intenses et des périodes d'immobilité prolongées et déterminées. Il attend à la lisière de l'ombre ou sous les herbes clairsemées. Regardez. Calculateur. Conservation. Un sprint bien mené vaut mieux qu'une douzaine de poursuites inutiles. Le territoire accentue ce mode de vie solitaire. Les cicindelles vivent sans colonie ni alliés. Chaque individu domine son propre territoire de chasse, défendant des portions de sentiers ou de dunes de sable dégagées contre ses rivaux. Les conflits commencent souvent lors de la reproduction. Des corps soulevés, mâchoires fléchies, les antennes vibrent. Une charge soudaine peut se produire, se terminant souvent par la fuite du coléoptère dans un tourbillon de pattes. Le combat dégénère rarement. La domination s'établit par l'assurance et la rapidité, non par une violence prolongée. Sous toute cette agitation, la vie continue. Des œufs cachés dans des terriers profonds, les larves se propulsent vers le haut pour attraper les proies qui passent. Des mues successives transforment chaque larve en un être plus fort, plus rapide et plus évolué. Finalement, un adulte pleinement formé émerge du sable, encore mou et pâle, attendant que sa carapace durcisse au soleil. Une fois prêt, il s'aventure dans le monde de la lumière aveuglante. Ici, vous devez immédiatement apprendre à courir, chasser, esquiver et survivre. Il n'y a pas de période de transition. À la tombée du soir, l'air se rafraîchit et le sable perd sa chaleur.
La cicindelle se réfugie dans la végétation, se cachant sous un brin d'herbe ou à l'ombre d'un rocher. Ses mandibules se mettent au repos, ses pattes se replient, ses antennes ondulent doucement dans l'air. La nuit apporte le calme, mais pas le silence. L'aube reviendra bientôt. Et avec la chaleur viendront les proies rapides, les chemins lumineux, l'explosion irrésistible de la vitesse. À des kilomètres de là, les forêts de plaine d'Asie orientale s'animent sous la brume matinale. Les rayons du soleil percent l'épaisse canopée. Des feuilles gorgées de rosée qui s'illuminent. Parmi les branches, un redoutable prédateur s'éveille. Voici le frelon géant asiatique, Vespa mandarinia. Son corps est énorme, mesurant plus de 5 cm de long, avec des bandes oranges et noires qui luisent comme une armure polie. Ses ailes bourdonnent puissamment lorsqu'il prend son envol, fendant l'air humide d'un battement précis et contrôlé. Ses yeux, sombres et alertes, scrutent le sol et la canopée de la forêt. Ses mandibules s'ouvrent et se referment brusquement, capables de décapiter des intrus bien plus gros, tandis qu'un dard puissant est prêt à injecter un venin mortel pour les insectes et dangereux pour l'homme. Le frelon patrouille son territoire. Les antennes balayent, des ailes fendent l'air dans un bourdonnement grave et continu. La forêt vibre sous la chaleur de fin d'été. Les cigales bourdonnent en arrière-plan, tandis que le frelon géant asiatique plane au ras du sous-bois. Ses ailes battent dans un bourdonnement grave et profond. Ce n'est pas un promeneur anodin. Il chasse. Sous les arbres, le frelon suit de faibles traces chimiques. Le doux frémissement de vibrations lointaines, le subtil arôme du miel et de la jeunesse. Plus loin, dissimulé dans un tronc creux, se trouve leur objectif, une ruche. À l'entrée, les abeilles s'affairent, indifférentes à tout ce qui se passe. À l'intérieur, des milliers d'entre elles prennent soin des larves, accumulent le miel et battent des ailes pour réguler leur température. Leur monde est fait d'ordre et de labeur, du moins jusqu'à ce que l'ombre passe dessus. Le frelon géant vole en cercle, descendant en décrivant une pente abrupte. Puis, d'un mouvement brusque de son abdomen, il libère un signal d'avertissement phéromonal. Quelques minutes plus tard, le ciel vibre sous l'arrivée de renforts. Des dizaines de frelons arrivent, chacune d'elles mesure presque la longueur d'un pouce humain. Il est orné de bandes oranges et noires féroces. Elles forment un cercle aérien qui se resserre à l'approche de l'attaque. L'attaque commence. Les frelons fondent sur eux à l'unisson, mandibules ouvertes et pattes prêtes à l'impact. Ils percent la ligne d'abeilles gardiennes. Ils ont fendu le thorax en deux. Les abeilles se défendent de toute leur force. Certaines tentent de s'accrocher aux pattes des frelons, d'autres essaient de bloquer l'entrée avec leur corps. Mais les défenseuses sont submergées. Un seul frelon peut tuer des dizaines d'abeilles en quelques minutes. Son armure dévie les piqûres. Son poison endort quiconque s'en approche de trop près. Au milieu du chaos, les guêpes attaquent de tous côtés. À chaque passage, une traînée d'abeilles tombées s'abat sur la colonie. L'énergie frénétique de celle-ci se mue en panique, puis en silence. Dépassées, les défenseuses voient leurs défenseuses démantelées par les guêpes. Elles ouvrent les cellules de cire pour exposer les larves et les pupes molles. Les jeunes deviennent la nourriture de leur propre progéniture. Une fois le raid terminé, les frelons reviennent en procession régulière, volant à basse altitude au-dessus du sol forestier, leurs mandibules chargées de thorax d'abeilles, de larves et de fragments de cire. Leur nid se trouve à une certaine distance, dissimulé sous terre. À l'intérieur du nid, la reine occupe le centre. Elle est plus grande, plus lourde et extrêmement productive. Son abdomen palpite, tandis qu'elle pond ses œufs dans un ordre parfait, chacun déposé avec le plus grand soin. Elle quitte rarement le nid. La colonie gravite autour d'elle. Les abeilles ouvrières veillent constamment sur elle. Ils le nourrissent avec de la nourriture collectée lors de raids et d'expéditions de cueillette. Leurs mandibules claquent doucement, tandis qu'elles nettoient et entretiennent les cellules larvaires qui les entourent. Les larves se tortillent doucement dans leur loge, nourries de proies découpées avec précision. Elles produisent une sécrétion riche en nutriments que les adultes lèchent. Les soldats, plus robustes et portant une armure plus lourde que les ouvriers, restent postés à l'entrée. Leurs antennes effectuent des mouvements continus, détectant la moindre vibration ou le moindre changement d'odeur à l'extérieur du nid. En cas de menace, elles réagissent de manière rapide et coordonnée. En surface,
Les abeilles ouvrières répartissent leur travail entre la chasse et l'entretien du nid. Les explorateurs parcourent de vastes territoires, à travers les crêtes de la forêt, à travers d'épais fourrés de bambou, à travers les champs, cartographier le territoire. Elles repèrent les points de repère, suivent les pistes olfactives et reviennent avec une précision quasi surnaturelle. Chaque expédition étend le territoire de la colonie. Chaque chasse réussie renforce le prestige de la reine. À la fin de l'été, la colonie atteint son apogée. Les cellules se multiplient, les larves gonflent. Les abeilles ouvrières intensifient leur vol de butinage, se préparant pour le dernier quart du cycle. Les nouvelles reines et les mâles atteignent leur maturité dans des chambres cachées. Bientôt, ils quitteront le nid, s'accoupleront sous les derniers rayons du soleil d'automne et transmettront leur lignée à la saison suivante. Au printemps, la reine émerge, trouver une cavité souterraine sûre, et la ponte commence. Les colonies se développent au début de l'été, à mesure que le nombre d'abeilles ouvrières augmente et qu'elles butinent intensivement. À la fin de l'été, la colonie atteint sa population maximale. Les attaques d'essaims contre les ruches sont fréquentes, répétées et dévastatrices. Les mâles ailés et les nouvelles reines se préparent à la dispersion. Elles quittent leur nid natal pour fonder de nouvelles colonies l'année suivante. La technique de chasse du frelon est raffinée et méthodique. Elles s'approchent silencieusement. Le battement d'ailes du premier éclaireur est à peine audible. Leurs antennes détectent les vibrations et leurs yeux se fixent sur l'entrée du nid. Rapidité et précision garantissent le succès. Quelques frelons suffisent à submerger les défenses d'une ruche avant l'arrivée des autres. Dès la formation de l'essaim, c'est le chaos parmi les abeilles. Les frelons se frayent un chemin à travers les défenseuses, leurs mandibules tranchant des têtes et leurs dards injectant un venin qui immobilise instantanément. La ruche se transforme en zone d'alimentation en quelques minutes. Chaque frelon prélève sa part et retourne nourrir la colonie. Son activité est modulée par des facteurs environnementaux. La lumière du matin illumine les nids, mais la chaleur et l'humidité influent sur ses performances de vol. Les frelons se reposent sous les feuilles pendant les heures les plus chaudes de la journée. L'abondance des proies détermine l'intensité des raids. Durant les périodes de forte activité alimentaire, les frelons peuvent attaquer plusieurs ruches successivement, parcourant des kilomètres de forêt dans leur quête incessante de nourriture. La précision de leurs attaques est mortelle. Les abeilles perçoivent le danger trop tard. Les formations de garde s'effondrent en quelques secondes. Même après une attaque réussie, les guêpes restent vigilantes. Les chemins empruntés pour chercher de la nourriture sont mémorisés. Les traces chimiques et la mémoire spatiale guident les attaques répétées. La colonie adapte ses stratégies en fonction des défenses de la ruche, en tirant les leçons des rencontres précédentes. Les variations saisonnières garantissent son efficacité. À la fin de l'été, la population atteint son apogée, la demande en nourriture augmente et les préparatifs de dispersion commencent. Les nouvelles reines et les mâles atteignent leur maturité, les ailes se renforcent, la colonie se prépare à assurer la continuité de sa lignée. Oiseaux, araignées et insectes plus gros observent avec prudence, conscients du venin et de ses redoutables mandibules. Il arrive que des colonies de frelons rivales se disputent le territoire, ce qui donne lieu à des affrontements aériens, des manœuvres rapides, des attaques et des piqûres. Malgré le risque, la colonie maintient son rythme. Les Hornets misent sur un grand nombre de joueurs, une coordination sans faille et une précision redoutable. À la tombée du soir, la lumière du soleil filtre à travers la canopée, illuminant les poussières et les feuilles d'une lueur dorée. Les frelons regagnent le nid, ailes repliées, antennes frémissantes et mandibules refermées. Les larves sont nourries, les œufs soignés, les soldats se reposent, mais restent vigilants. La nuit offre un bref répit face aux raids. La chasse reprendra à l'aube. Entre-temps, les déserts et les prairies baignées de soleil d'Amérique du Nord s'étendent à perte de vue sous un ciel flamboyant. Des touffes éparses de broussailles et de sable grossier ondulent sous la chaleur. L'horizon scintille sous le soleil levant. Au cœur de ce paysage austère rôde un prédateur sans pareil. La fourmi de velours, une femelle aptère. Son corps, petit mais remarquable, est cuirassé et hérissé de poils denses, rouge-orangé, qui avertissent les prédateurs du dard mortel qu'elle dissimule. Ses yeux noirs brillent sous un exosquelette strié, scrutant les alentours. Chaque orteil effleure le sable,
Chaque antenne se déplace et balaie, percevoir les vibrations de pas lointains, les plus faibles bourdonnements de colonies d'insectes cachés. La furtivité façonne son monde bien avant qu'elle n'atteigne le nid qu'elle compte infiltrer. Elle se déplace sur le sable à découvert comme une braise emportée par le vent. Son pelage luisant est un signal d'avertissement que la plupart des prédateurs évitent sagement. Sous elle, la terre vibre légèrement, traces de fourmis, le murmure des coléoptères et quelque part plus profondément, les pulsations rythmiques d'une abeille ou d'une guêpe solitaire prenant soin de ses larves. Elle marque une pause, ses antennes décrivant de lents arcs de cercle, savourant les traces chimiques laissées des heures auparavant. L'air est immobile, le sol est chaud, l'odeur du nid haute est proche. Un craquement imprudent de gravier pourrait déclencher l'alarme qui mettrait fin à la mission. Elle fait le tour d'une petite parcelle de terre remuée sous un buisson. Une légère traînée odorante s'élève de l'entrée, signalant que la fourmi haute est sortie pour butiner. La fourmi veloutée se penche en avant, effleurant le sol de ses antennes. Satisfaite, elle poursuit sa progression. L'attaque est silencieuse, elle abaisse son abdomen et se positionne dans une immobilité absolue. Ensuite, elle pond un seul œuf dans la chambre de couvain. La larve haute se tortille légèrement. Ce qui n'était au départ qu'un berceau deviendra un cercueil et le couvain de fourmis veloutées héritera bientôt de la chambre cachée. Elle s'arrête un instant seulement pour s'assurer que l'endroit est sûr avant de se retirer. Le retrait n'est pas moins prudent que l'approche. Chaque seconde passée hors de son terrier l'expose à des prédateurs opportunistes. Un lézard l'observe du haut d'un rocher, les yeux rivés sur le point scintillant qui se déplace en contrebas. Il s'avance en tirant la langue, puis il s'arrête. La fourmi veloutée n'est pas une proie facile. Elle se glisse dans l'ombre d'une pierre. Elle disparaît derrière une racine. Il reprend sa patrouille dans l'obscurité. C'est le matin qu'il est le plus efficace. La terre plus fraîche retient mieux les odeurs et les ombres sont suffisamment longues pour dissimuler son approche. Il explore les terriers, pointant ses antennes vers les étroites crevasses, à l'affût du moindre mouvement à l'intérieur. Si le nid est occupé, il vole patiemment en cercle, attendant que l'hôte parte. S'il n'est pas protégé, il avance. À midi, le monde devient trop lumineux, trop chaud, trop exposé. Elle s'installe sous une brindille fragile ou le rebord d'un rocher et tout son corps se détend dans l'immobilité. Pourtant, elle reste pleinement éveillée. Des particules de poussière tourbillonnent dans la chaleur au-dessus d'elle et le sol tremble au bruit de pas lointains. Le dard qu'il renferme ne doit pas être utilisé à la légère. Il se défendra avec une conviction absolue lorsqu'il se sentira menacé. Au coucher du soleil, alors que l'air se rafraîchit, il se réveille. La terre s'assombrit sous ses pieds, conservant la chaleur du jour, et de nouveaux parfums flottent dans l'air du soir. Les nids cachés deviennent plus faciles à repérer à mesure que les ombres s'assombrissent et que les hôtes se dépêchent de terminer leur dernière sortie de recherche de nourriture. Elles se déplacent sans relâche, telle une chasseresse solitaire. Il n'y a pas de colonie, il n'y a pas de sœurs, sans reine. Leur rôle est unique et indépendant, trouver des nids, libérer les jeunes et assurer la pérennité du cycle. Leur émergence coïncide avec les mois chauds et secs, garantissant une abondance de larves hautes et des conditions favorables à leur activité. Les juvéniles se dispersent peu après l'éclosion. La prédation est une combinaison de furtivité, de patience et d'une précision mortelle. La fourmi veloutée affronte rarement sa proie directement. Elle s'appuie plutôt sur des signaux chimiques, une grande précision et une excellente perception spatiale. Ses antennes sont constamment en mouvement, détectant même les plus infimes traces chimiques de son hôte. Les pattes s'adaptent au sable et aux pierres irrégulières. Les mandibules explorent délicatement les surfaces et les entrées du nid. Dans des conditions optimales, la ponte est rapide, assurant ainsi aux larves un démarrage sûr et une source de nourriture fiable. La piqûre de la fourmi veloutée est l'une des plus douloureuses du règne animal. Cette coloration avertit les oiseaux, les reptiles et les mammifères de garder leur distance. Cependant, les femelles restent vulnérables lorsqu'elles cherchent un nid. Leurs antennes frémissent, leur posture corporelle est basse et prudente et leurs mouvements sont mesurés. Un seul faux pas peut les exposer aux prédateurs. Durant les mois chauds et secs, la chasse est à son apogée. Les larves se développent rapidement à l'intérieur des nids hôtes.
Ce sont de minuscules prédateurs dotés d'instincts de chasse très développés. Les femelles se dispersent, établissent des territoires et repèrent l'emplacement de leurs terriers. Leur activité diminue durant les mois les plus froids et humides. Les fourmis restent cachées sous le sol ou la végétation. Elles économisent leur énergie jusqu'à ce que les conditions redeviennent favorables à la chasse et à la reproduction. La prédation des fourmis de velours est subtile mais dévastatrice. Contrairement aux prédateurs en essaim, elles misent sur la solitude et la furtivité. Leurs proies peuvent ne jamais détecter l'intrus avant qu'il ne soit trop tard. Les larves consomment la progéniture de l'hôte. Les adultes chassent avec précision. Au coucher du soleil, la chaleur s'estompe et les ombres s'allongent sur le sable et les herbes. La fourmi veloutée marque une pause. Ses pattes se replient, ses antennes bougent par à-coups imperceptibles et ses mandibules se mettent au repos. Le paysage s'apaise, mais le prédateur reste vigilant. Le lendemain apportera de nouvelles chasses, de nouveaux œufs et la poursuite de la survie. À travers les déserts, les forêts et les prairies, les prédateurs du micro-monde, frelons, fourmis de velours, les cicindèles, guêpes, faucons, tarentules, ils possèdent tous une létalité bien supérieure à leur taille. Leurs morsures peuvent terrasser des animaux plusieurs fois plus gros qu'eux. Leurs mâchoires peuvent couper la chitine et la viande. Son venin peut paralyser certains des arthropodes les plus résistants de la planète. Même les grands vertébrés les approchent avec prudence. Un seul frelon géant asiatique peut tuer des dizaines d'abeilles en quelques minutes et un petit groupe peut anéantir une ruche entière. Une guêpe faucon peut maîtriser l'une des araignées les plus redoutables au monde. Les piqûres des fourmis de velours sont si douloureuses que les prédateurs apprennent instantanément à les éviter. Ces insectes façonnent fondamentalement les écosystèmes. Les insectes représentent dans leur ensemble plus de la moitié de toutes les espèces décrites sur la planète. La population mondiale atteint des milliards de personnes. Leur biomasse totale rivalise avec celle des humains, voire la dépasse. Ils régulent les populations de proies, recyclent les nutriments et jouent un rôle clé dans les réseaux trophiques, contrôlant la prolifération d'autres insectes qui, autrement, dévasteraient la végétation. Ils sont dangereux à manipuler, potentiellement dangereux pour l'homme lorsqu'il est menacé. Mais sa présence stabilise les systèmes biologiques. Ce sont les systèmes dont dépendent les animaux plus grands, y compris nous. Sa précision mortelle ne réside pas dans le chaos, mais dans l'équilibre.